Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers collègues, chers amis, chers résidents, aujourd'hui le 23/12/2024, toujours avec nos conférences Meet the Expert, nous avons aujourd'hui la chance et le privilège de recevoir un de nos élèves qui est actuellement en Allemagne, le docteur Hamid Ali Fadel, qui va nous parler d'un sujet très intéressant d'actualité. C'est l'ANOCA-IDOCA, donc Angina and Ischemia with Non-Obstructive Coronary Arteries. C'est un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Beaucoup de malades qu'on voit qui n'ont en fait avec une symptomatologie typique et on ne retrouve pas d'atteinte des artères épicardiques, une sténose significative. Et avant, on est taxé de malades psychotiques, etc., etc. Il va nous montrer que ce n'est pas toujours le cas. Et la microcirculation est très importante à étudier. Et il va surtout que nous, les explorations de la microcirculation, on ne fait pas encore. C'est très, très, très timide, c'est à ses débuts. Et il va essayer de nous donner un aspect pratique de cette entité qu'on connaissait avant sous le nom de syndrome X, il y a plusieurs décennies, mais qui est de plus en plus étudié et précisé. C'est Hamidani, à toi la parole. Salam alaikum, merci beaucoup, professeur Belkhada. Bonsoir à tout le monde. C'est un très très grand privilège pour moi et une grande très bonne opportunité de pouvoir partager avec vous cette thématique. Aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr sur ce diagnostic ANOCA, MINOCA. L'acronyme, c'est-à-dire angina or ischemia with non-obstructive coronary arteries. En français, c'est l'angor ou l'ischémie avec des coronaires sains ou avec des coronaires, des sténoses coronaires qui ne sont pas euh, significatives. Euh, comme comme vous savez tous, la macrocirculation représente seulement 5 à 10%. C'est ce qu'on voit à la coronarographie. La microcirculation, c'est ce qu'on ne voit pas à la coronarographie représente plus de 90%. La macrocirculation, c'est les vaisseaux épicardiques, ça permet la conduction du sang vers les cellules, mais la microcirculation, c'est un réseau résistif qui est capable de se dilater pour permettre une augmentation du flux et du débit sanguin à la demande en cas d'effort, par exemple. Euh, Moi, je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a il y a quatre types de dysfonction microvasculaire. Il y a le type 1, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Le type 2, c'est les maladies myocardiques comme l'hypertrophie myocardique, l'amyloïdose. C'est soit une compression extramurale ou une obstruction luminale ou de la lumière des vaisseaux. Il y a le type 3, c'est l'obstruction des épicardiques des coronaires comme le syndrome coronaire aigu ou chronique et le type iatrogène après intervention. Le type 1, c'est l'ANOCA, l'INOCA, c'est des malades qui représentent une grande partie de la population qui ont des facteurs de risque, bien sûr, mais chez qui les principaux mécanismes de cette anomalie microvasculaire, c'est la dysfonction endothéliale ou la dysfonction du muscle lisse coronaire ou un remodelage vasculaire. Voilà un schéma anatomique qui permet de comprendre un peu les mécanismes de la maladie coronaire, soit
maladie coronaire ou maladie microvasculaire, on a trois principes de la dysfonction microvasculaire. Il y a les mécanismes fonctionnels comme la dysfonction endothéliale, comme l'altération de la production d'oxyde de monoxyde d'azote. Il y a les troubles de muscles lisses, le dysfonctionnement des cellules musculaires lisses, la dysrégulation autonome. Il y a les mécanismes structurels comme le remodelage vasculaire et la raréfaction des vaisseaux. Il y a l'infiltration, il y a l'obstruction de la lumière vasculaire et il y a la compression extravasculaire par l'œdème ou par l'hypertrophie. Et ça arrive dans les pré-artérioles ou même la plupart, c'est les artérioles ou les capillaires. C'est moins de 100 micromillimètres. Voilà les définitions les dernières recommandations. Voilà, on peut apercevoir ici le côté immergé de l'iceberg. C'est un très grand nombre de patients qui viennent au cath lab pour des coronarographies chez qui on ne retrouve pas d'obstruction épicardique. Des études montrent jusqu'à 70% de patients chez qui on ne trouve pas d'obstruction épicardique, chez qui presque allant jusqu'à 25% où il y a une ischémie documentée. La définition, c'est simplement des patients qui ont de l'angine ou de l'ischémie, qui ont une sténose épicardique de moins de 50% ou une FFR de plus de 0,8. C'est une population beaucoup plus de femmes que d'hommes, au contraire des syndromes coronariens, c'est-à-dire presque 70% jusqu'à 70% de femmes, contrairement à 30 jusqu'à 50% des hommes adressés à la coronarographie. Et parmi ces patients qu'on a testés avec l'acétylcholine, on a trouvé 80% de chez patients où on a suspecté la dysfonction, l'angine microvasculaire, on a trouvé presque 80% de patients qui ont une dysfonction endothéliale. Et chez 60% de ces patients, on a une angine microvasculaire ou une angine vasospastique et 50% ont une altération du débit coronaire, du flux du débit coronaire et une élévation des résistances microvasculaires. Pour le diagnostic de l'angine microvasculaire, il y a des critères diagnostiques. Bien sûr, c'est l'angine d'effort ou l'angine de repos. C'est l'absence d'obstruction épicardique et la mise en évidence d'une ischémie, mais c'est pas obligatoire. Le plus important, c'est d'avoir identifié ce dysfonctionnement microvasculaire, de préférence par un test invasif, parce que non invasif, c'est une classe 2B, avec une réserve du débit coronaire de moins de 2 euh, ou une résistance microvasculaire de plus de 25 et ou un spasme microvasculaire défini par l'apparition de symptômes des modifications ECG sans spasme épicardique euh, pendant le test d'acétylcholine. Pourquoi on s'intéresse à ce type de patients? Parce que les études ont démontré que ces patients sont des patients à haut risque. Les patients qui ont une angine ou une ischémie sans obstruction épicardique des coronaires ont un risque élevé de MACE et de mortalité, c'est-à-dire ils ont une surmortalité par rapport à la population normale. Et il y a des études qui ont démontré aussi que, par exemple, dans cette étude avec un pas grand nombre
de patients, on a démontré que les patients qui ont un CFR diminué, c'est-à-dire c'est-à-dire le coronary flow reserve, la réserve du flux coronaire, qui est élevé, ont un mauvais pronostic par rapport à la population avec un CFR normal. Même chez c'est une étude sur des femmes. Ici, c'est des femmes qui ont un OCA, suspicion d'un OCA ou une OCA sans sténose épicardique. Vous voyez ici que quand le CFR est supérieur à 2,3, la survie est meilleure que quand le CFR euh, est diminué. Les recommandations diagnostiques 2024, euh, c'est des malades, c'est vrai que c'est des malades, c'est des examens coûtent un peu et euh, ça prend du temps un peu. C'est pour ça que c'est pour ça que les je m'excuse, hein. C'est pour ça que ces tests sont indiqués chez des malades qui ont de la symptomatologie persistante, invalidante, qui ont une mauvaise qualité de vie, chez qui, bien sûr, le test coronaire, les tests invasifs sont de classe 1 par rapport aux tests non invasifs comme le Doppler de l'IVA, comme l'écho de stress, comme le PET scan qui coûte encore beaucoup plus cher. Et ces indications, ces recommandations, c'est pour déterminer l'endotype ou le sous-type de la lésion pour savoir stratifier et donner la bonne formule médicamenteuse, le bon cocktail médicamenteux pour ce patient. Voilà un schéma des mécanismes. À droite, c'est l'ischémie avec une obstruction coronaire. Et à gauche, c'est les INOCA, c'est-à-dire la dysfonction microvasculaire CMD à gauche et le longueur vasospastique, soit longueur vasospastique transitoire, c'est l'angine de Prince-Métal, ou encore persistant, ça peut aller jusqu'à l'infarctus. Et pour l'angine microvasculaire, c'est des malades qui ont des facteurs de risque, c'est les mêmes facteurs de risque que les coronariens, c'est-à-dire les tabagiques, c'est des hypertendus, mais beaucoup plus de femmes que d'hommes, bien sûr, des diabétiques, sédentaires, obèses. Et on a la possibilité d'avoir des mécanismes qui chevauchent, hein. Voilà, pathophysiologiquement, un peu grosso modo, comment, pour comprendre un peu cette dysfonction microvasculaire. On a soit une anomalie vasculaire structurelle, soit une anomalie vasculaire de fonctionnement. Voilà par exemple un vaisseau normal et voilà un vaisseau capillaire d'un malade atteint de maladie microvasculaire, c'est ça. C'est-à-dire il y a une réduction de la lumière, il y a un épaississement du, euh, des vaisseaux, il y a une raréfaction vasculaire. Pour le dysfonction vasculaire non structurelle, on a soit une altération de la vasodilatation endothélium dépendante ou endothélium indépendante, soit une augmentation de la vasoconstriction. Euh, et voilà ce que les dernières recommandations ont retenu quatre types après test à l'acétylcholine et à l'adénosine. On a le type 1, c'est l'endothélium, la dysfonction endothéliale. Il y a l'angine vasospastique épicardique et l'angine vasospastique microvasculaire. Tous ces trois sont endothélium dépendants.
Et il y a l'altération de la vasodilatation, c'est-à-dire euh, la diminution de la réserve coronaire et l'augmentation des résistances microvasculaires. Et il y a la possibilité d'avoir des sous-types, combinaisons de sous-types ou des résultats équivalents. Euh, euh, voilà encore épicardique structural à gauche, fonctionnel, c'est le spasme épicardique. Et microvasculaire, on a le structural, c'est le remodelage artériolaire, c'est la raréfaction capillaire, c'est la compression, c'est l'obstruction intravasculaire. Et le fonctionnel, soit une altération, altération de la vasodilatation ou augmentation de la vasoconstriction. Pour l'algorithme, pour le diagnostic, l'algorithme diagnostic des des dysfonctions des origines microvasculaires, on a d'abord bien sûr l'examen clinique, puis les examens non invasifs. Quand on a soit après un scanner coronaire ou une coronarographie, on a la suspicion d'un OCA ou d'INOCA, on fait les tests invasifs. Soit on a à gauche une vasodilatation anormale endothélium indépendante, c'est l'adénosine, c'est-à-dire un flux, une réserve coronaire diminuée et des résistances élevées. Endothélium dépendant, c'est-à-dire vasodilatation anormale ou une vasoconstriction après une dose diminuée d'acétylcholine. Et on a la vasoconstriction anormale, épicardique ou microvasculaire, toujours après une haute dose d'acétylcholine. Voilà, on a un très bon schéma qui résume un peu l'effet de l'acétylcholine et de l'adénosine dans les cellules coronariennes ou dans l'endothélium et les cellules musculaires lisses. On a l'acétylcholine qui a deux effets opposés à l'intérieur, au niveau des cellules coronariennes ou cellules des vaisseaux coronariens ou des vaisseaux, des capillaires coronariens. L'acétylcholine, quand il se lie aux cellules, au récepteur muscarénique M3 des cellules musculaires lisses, il permet de faire entrer le calcium et il va provoquer ici une vasodilatation. Mais quand il se lie au récepteur muscarénique M3 des cellules endothéliales, il va permettre une vasoconstriction, il va permettre une vasodilatation après activation de l'oxyde d'azote et tout. Il va permettre une vasodilatation. Mais quand on a un endothélium qui est sain, on va avoir une vasodilatation. Mais si on a un endothélium qui n'est pas sain, l'acétylcholine va provoquer une vasoconstriction. Et c'est pour ça les- le test de l'acétylcholine est très important parce qu'il va déterminer si on a une dysfonction endothéliale ou pas. Il va permettre déterminer si le spasme il est microvasculaire ou épicardique. Euh, c'est ça, c'est la vasodilatation si un endothélium sain et c'est la vasoconstriction si c'est le vaisseau, c'est l'endothélium est euh, malade. Et c'est toujours dans la cellule musculaire lisse, c'est toujours la vasodilatation. Et pour l'adénosine, il va se lier à le récepteur A2A, il va entraîner une cascade cascade métabolique jusqu'à l'activation de la sortie du potassium et l'inhibition de l'entrée du calcium et ça va entraîner une vasodilatation. C'est l'hyperémie. Voilà, pour les tests, il faut utiliser, pour les tests, moi je vais vous parler aujourd'hui sur les tests invasifs.
parce que c'est ce qu'on fait ici. Les autres tests non invasifs sont, euh, ça, ça mérite, c'est très coûteux. Par exemple, le PET scan, c'est très, très coûteux, personne ne le fait. Et le Doppler de l'IVA, c'est difficile, il faut un entraînement et tout. Pour les mesures invasives, on a la mesure de CFR et IMR et l'acétylcholine. On a besoin juste d'un guiding cathéter, un guide de FFR pour mesurer, un guide de chez Abbott pour mesurer l'FFR et l'RFR. On a besoin de nitroglycérine, d'héparine, adénosine ou Rapiscan. On utilise le Rapiscan chez nous ici parce que c'est 400 microgrammes. On doit, il faut pas attendre une minute et c'est un peu moins cher que l'adénosine. Et l'adénosine, il faut une seringue électrique et une dose de 140 microgrammes par kilo par minute, alors que le Rapiscan, c'est 400 microgrammes directement en IV. Et pour l'acétylcholine, le myocol E, il va être dilué. La dilution est un peu difficile parce il faut faire ça souvent c'est pour ça que pour les infirmières, les infirmiers, c'est un peu pour leur dire de faire l'acétylcholine, la dilution de l'acétylcholine, c'est un peu difficile parce qu'on a besoin de 4 seringues, une à 2 microgrammes par 100, une autre à 20 pour les doses faibles, puis les doses élevées, une autre seringue à 100 et une autre à 200 microgrammes. Pour la méthode, c'est facile. On met on met tous les pressions à zéro et on flash notre guide puis on met le guide dans le tronc commun. Le tronc commun, cette partie radio-opaque ici. Il y a un récepteur de température, un récepteur de pression. C'est pour ça qu'il faut égaliser ici les pressions. Et puis, quand on égalise toutes les pressions, tout est à zéro, on a la pression, le PA et le PD. PA, c'est la pression de l'aorte, par la pression euh, de l'aorte, et PD, c'est la pression distale. Ça doit être les mêmes si on n'a pas de sténose de l'ostium du tronc commun. C'est pour ça qu'on va avoir le nombre 1 ici, PD sur PA. Et si on a le nombre 1, on va on va mettre le guide un peu en distalité, jusqu'à 6 centimètres à peu près, dans le tiers, de, 2 tiers distal de l'artère de l'IVA. De préférence, on fait toujours l'IVA, c'est-à-dire 6 centimètres du guide jusqu'à la partie proximale de ce marqueur radio-opaque. Et au lieu, s'il y a un programme Coroventis de chez Abbott, au lieu de choisir FFR ou RFR, on va choisir CFR-IMR. On va choisir CFR-IMR. C'est quoi le principe de ces deux mesures, CFR-IMR? CFR, c'est le Coronary Flow Reserve, c'est la réserve du flux coronaire, c'est-à-dire est-ce que mon réseau microvasculaire arrive à se dilater assez pour permettre de doubler ou de tripler la réserve coronaire. C'est pour ça, le temps, c'est ici, si vous voyez ici, c'est la pression proximale, c'est pressure wire, proximal température. Quand on injecte la solution saline, on va injecter 3 millilitres de solution saline 3 fois à température ambiante. Et le programme, le logiciel va me faire la mesure du temps moyen de transit entre, entre le corps du guide et la distalité du guide.
Et comme ça, je vais avoir un temps de transit moyen, c'est la vitesse du flux. Et si je divise cette vitesse, ce temps par la vitesse, le temps, si le temps au repos est supérieur au temps si j'ai un temps au repos supérieur au temps en hyperémie, c'est-à-dire c'est pathologique, c'est pas normal. Parce que normalement, en hyperémie, le temps doit être raccourci, c'est-à-dire je dois avoir une minimum 2 ou 3. Le cutoff ici, c'est 2. C'est ça, c'est le temps qui est réduit après injection d'adénosine. Et ça va nous faire l'examen de tout, du vaisseau épicardial jusqu'à la microcirculation. Et pour l'indice de résistance microcirculatoire, c'est la pression distale multipliée par le temps en hyperémie. Et le cutoff ici, c'est 25. Si c'est supérieur à 25, c'est des résistances élevées, c'est-à-dire mon réseau microcirculatoire n'arrive pas à s'adapter en cas d'hyperémie. Et si la résistance est inférieure à 25, c'est-à-dire c'est un taux, c'est normal. Voilà, on fait les mesures après 1 minute de- d'induction d'hyperémie si on utilise l'adénosine. Voilà le protocole. On fait une angiographie de base, puis on injecte 3 fois 3 millilitres. Ça doit, c'est obligatoire, ça doit être 3 millilitres pour que le logiciel reconnaisse que c'est l'injection pour mesurer le CFR et l'IMR. Et il va me donner le temps, le PD, le PA, et puis je vais injecter l'adénosine et 1 à 3 minutes après, je vais faire la même chose en hyperémie et après je peux faire le test d'acétylcholine, mais je peux faire le test d'acétylcholine avant le test à l'adénosine. C'est pas... Voilà les interprétations. Un exemple d'un malade qui a ici une CFR normale et une IR normale. Voilà la durée, soit les courbes sont bien, c'est le temps moyen de transit bien documenté. Voilà le transit, voilà le temps, le temps le temps moyen de transit du flux en repos et après hyperémie, on voit qu'il y a une réduction drastique après, c'est-à-dire il est capable de s'adapter. Et là, si on divise, si on divise le temps moyen en repos sur le temps moyen en hyperémie, on a 3, c'est normal, c'est supérieur à 2. Et pour les résistances, on multiplie la pression distale fois le temps en hyperémie, et c'est 10, inférieur à 25, c'est normal. Et le logiciel le fait automatiquement. Pour un autre malade qui a une anomalie de la qui a une dysfonction microvasculaire, on voit déjà que le temps est déjà ralenti au repos et ça diminue pas très bien après injection d'adénosine. On aura un FFR de 1,4 mais un CRMR de 66. C'est pathologique. Et il faut toujours, bien sûr, éliminer une sténose épicardique avant de faire ces tests, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, FFR est normal, FFR normal, supérieur à 0,8. Le protocole pour l'acétylcholine, c'est le protocole de la Société européenne. Et ils disent ils préconisent de faire l'acétylcholine euh, avant et puis on fait le CFR-IMR, mais ça, on peut faire les deux
soit CFR en premier ou l'acétylcholine en premier. C'est pas... Il faut arrêter bien sûr les inhibiteurs calciques et les nitrates. On commence par une dose diminuée de 10 microgrammes sur 60 secondes, mais nous, on fait 20 à 30 secondes. Il ne faut pas euh, être très strict. 60 secondes, c'est un peu beaucoup. Euh, Puis on fait un angiogramme, puis on répète avec 20 microgrammes, puis 100 microgrammes, puis 200 microgrammes. Et on voit s'il y a un spasme, s'il y a des modifications ECG, s'il y a euh, de l'angor. Puis on peut injecter de la nitro et on fait le test d'adénosine. Le protocole pour l'acétylcholine, c'est la même chose. Un cathéter nitroatropine doit être prête aussi. Et l'ECG, c'est très important. Un ECG à 12 dérivations et monitoring du patient. Voilà, on injecte 2 microgrammes, on fait l'angiogramphie de base, puis on injecte 2 microgrammes sur 60 secondes et on fait l'angiographie, puis on attend quelques minutes, on fait 20 microgrammes, puis 100 microgrammes. La plupart des patients développent des symptômes après 100 microgrammes. On peut avoir des bradycardies. Si on a des bradycardies, on peut injecter un peu lentement. On peut aussi antagoniser avec l'atropine. Euh, oui, et s'il n'y a pas de spasme, on peut injecter la quatrième, qui est 200 microgrammes sur une minute. Si on n'a pas de spasme et on a une forte suspicion d'angine vasospastique, c'est-à-dire une angine qui survient au repos avec un rythme circadien la nuit ou le matin au réveil ou chez des patients qu'on a stentés mais représentent toujours de la douleur, on peut essayer de faire une injection dans la coronaire droite avec 80 microgrammes et voir si la coronaire droite spasme. Voilà un exemple d'un patient qui a, à la dose de 100 microgrammes d'acétylcholine, il a présenté un spasme épicardique avec des modifications ECG. Et après injection de nitro, c'est réversible. Les coronaires sont redevenus normaux et l'ECG aussi. C'est la définition d'un d'un spasme épicardique, mais il n'y a toujours pas de consensus sur la réduction du diamètre parce que dans les recommandations européennes, on parle de plus de 90%, mais dans d'autres études, on a le cutoff de 0,60 de 75%. Mais déjà, si c'est un espace de plus de 75%, c'est significatif avec des changements à l'ECG et des symptômes. Et ça doit être vraiment réversible après l'injection de nitro. Voilà un autre patient qui a présenté un spasme juste dans la CX. Les spasmes peut être soit diffus, il peut être aussi segmentaire dans un seul segment avec des modifications ECG. Et voilà un patient qui a présenté de la douleur et des modifications ECG, mais il n'a pas de- de- un spasme significatif dans les coronaires, dans le vaisseau épicardique. Et ça, c'est la définition même du spasme microvasculaire, c'est-à-dire soit on n'a pas de spasme ou un spasme inférieur à 90% ou inférieur à 75%, mais avec des signes ischémiques et des symptômes, des signes ECG et des symptômes, c'est un spasme microvasculaire. Voilà encore l'évaluation invasive de l'INOCA, c'est-à-dire on fait CFR-IMR et tout. Si on a
pas. Si on a un bon CFR, un bon IMR, on fait le test d'acétylcholine. S'il est positif, c'est du picardial, mais si on est dans le côté de la dysfonction microvasculaire et on fait l'acétylcholine, soit on n'a pas de spasme microvasculaire, c'est-à-dire c'est une angine microvasculaire isolée, soit on a un spasme euh, ou pas, ou seulement une angine ou ischémie, des changements ECG, euh, cela va nous donner le sous-type INOCA avec euh, euh, angine microvasculaire et spasme épicardique. C'est-à-dire, ça peut être les deux, ça peut être, c'est pour ça qu'on a dit, c'est très important de savoir quel type pour donner le bon traitement. Voilà un autre schéma qui explique un peu parce que il y a beaucoup de confusion sur la dysfonction endothéliale. On sait ce qu'est un dysfonctionnement microvasculaire. On a dit qu'à une CFR inférieure à 2, c'est-à-dire le flux, la réserve coronaire est diminuée et les résistances sont élevées. On sait ce qu'est un spasme microvasculaire, c'est-à-dire de l'angine, des signes ECG après injection d'acétylcholine sans spasme épicardique. Et on sait c'est quoi le spasme épicardique, c'est-à-dire c'est supérieur à 90% de spasme après acétylcholine avec des changements ECG. Mais la dysfonction endothéliale, dans dans ce papier, le datant de 2023, il explique bien c'est quoi la dysfonction endothéliale, parce que c'est difficile. C'est la dysfonction endothéliale, c'est une anomalie de la vasodilatation, mais c'est difficile de voir sur l'angiographie. C'est-à-dire, là, ici, on dit que la définition, c'est un spasme entre 0 et 90%. Je ne sais pas comment on peut le définir, mais la meilleure méthode de le faire, c'est de mesurer la CFR après injection d'acétylcholine. Si on a une diminution de la vitesse de moins de 50%, c'est-à-dire c'est la dysfonction endothéliale. Pour le traitement, c'est bien sûr la lutte contre les facteurs de risque, euh, diminution du poids, l'arrêt du tabac et tout. La lutte contre le stress. Le stress joue un grand rôle dans ces INOCA. Et lutte contre les facteurs de risque, le diabète, l'épidémie, l'hypertension. Et les traitements, on a beaucoup de choix thérapeutiques. Bien sûr, si on a angine microvasculaire, dysfonction endothéliale, il faut toujours donner des statines ou des IEC. Si on a une angine microvasculaire, c'est-à-dire test à l'adénosine ou test à l'acétylcholine qui démontre un spasme microvasculaire, il faut préférer les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, nicorandil, c'est ATP, azoxyl, favorise la sortie l'hyperpolarisation et la, la libération de potassium ça augmente la vasodilatation. La ranolazine, la ranexa, l'ivabradine, le même effet que les bêta-bloquants. Triméthazidine, c'est la Vastamel, qui a un effet un peu pas clair sur les vaisseaux. Et pour l'angor vasospastique, c'est préférer bien sûr les calcium, les antagonistes calciques, les nitrates de longue durée comme la moxidomine et le nicorandil. Voilà encore un schéma
lutter contre les facteurs de risque. Puis, si on a fait les tests et on sait c'est quoi comme sous-type, si on a la dysfonction endothéliale avec ou avec une athérosclérose, pour donner les EEC, si on a une anomalie de la vasodilatation microvasculaire, bêta-bloquant, inhibiteur calcique, si on a une anomalie de la vasoconstriction, soit microvasculaire, on peut donner bien sûr les inhibiteurs calciques. On peut même, si le malade reste symptomatique, rajouter un deuxième anticlassique, c'est-à-dire verapamil plus amlodipine, par exemple, et les nitrates, et c'est le spasme épicardique, aussi les inhibiteurs calciques et les nitrates, et bien sûr, il faut éviter les bêta-bloquants. Euh, Pourquoi les dernières recommandations ont fortement recommandé les tests invasifs? Parce qu'il y a une étude, The Corvical Trial, qui a démontré que quand on fait une thérapie euh, après euh, une bonne, un bon diagnostic de sous-type, c'est-à-dire on fait le diagnostic sur le cath lab, et déterminer le sous-type et traiter le patient selon son sous-type, on a de meilleurs résultats. Par exemple, ici, si des exemples de cette étude. Il y a un patient ici, par exemple, qui a une suspicion d'un OCA, qui présente de l'angine, mais qui a des coronaires euh, normales. Puis on fait le test FFR est normal, CFR normal, IMR normal, IMR 9, CFR 5. On fait l'acétylcholine. L'acétylcholine revient positif, c'est-à-dire un spasme de l'IVA qui est bien contrôlé après injection de nitrate. Et puis, on traite le patient avec des inhibiteurs calciques, des nitrates de longue durée. Voilà un autre patient qui a aussi une suspicion d'ANOCA. Les caméras sont anormal. Les tests reviennent positifs pour une angine microvasculaire avec un CFR diminué, IMR élevé. Et puis l'acétylcholine démontre une dysfonction endothéliale, mais sans spasme épicardique. Et là, on peut donner les bêta-bloquants, les statines et tout. Et voilà un autre malade chez qui tout est normal. Euh, voilà, c'est apparemment une douleur non cardiaque. Voilà, et les résultats de cette étude, c'est pas une étude de mortalité, c'est juste une étude de qualité de vie, de symptômes. Il y a un questionnaire, Seattle Angina questionnaire, ils ont vu que les patients qui ont bien diagnostiqué et bien traité selon les méthodes invasives ont une limitation de leur angor, ont une stabilité de leur angor, la fréquence de l'angine est diminuée, sont satisfaits du traitement et ils ont une bonne qualité de vie. Voilà les recommandations. On voit bien que les bêta-bloquants, si on a une angine microvasculaire, sont recommandés en 2A. Les calcium, les inhibiteurs calciques sont recommandés en classe 1 pour l'angine vasospastique. Je termine. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci, Alexa. Ah, merci, hein. Merci pour cette conférence très pratique et technique qui va soulever beaucoup de questions. Donc, si soit vous posez vos questions euh,
par le chat ou bien directement, vous levez la main et vous prenez la parole, ceux qui veulent intervenir. Peut-être que juste pour avoir des précisions, l'acétylcholine, c'est en intracoronaire, bien sûr. Oui, c'est en intracoronal. Et la délosine, c'est en intraveineux, Intraveineux, oui. une perfusion. Comment? En perfusion, vous faites une perfusion pour Oui, oui, la... l'adénosine en perfusion par la seringue électrique ou le Rapiscan direct. Intraveineux direct, mais il faut faire les mesures instantanées, direct après. Parce que l'acétylcholine, bon, en France, moi j'ai vu qu'ils utilisent surtout le méthager. Le Oui, oui, méthager. il y a un protocole pour le métal. Mais, mais je pense que l'acétylcholine est mieux parce qu'elle elle stimule les récepteurs muscariniques, comme tu l'as montré, alors que le méthager, c'est les récepteurs nicotiniques. Donc Oui, c'est pas... métal. Hmm. Mais vous Oui, parce n'utilisez que pas le métal. Parce que dans les recommandations, j'ai vu, ils ne mettent pas le métal. Il n'y a pas le métal. Dans les hmm. recommandations. Mais qu'est-ce que c'est? Ils disent que c'est si on n'a pas la siliconine, on peut Ah, d'accord. utiliser le méthyl Ah oui. ergo, ergonovine. Ergonovine, c'est le métergène, mais ça provoque pas beaucoup de. Premièrement, le métergène, on peut pas diagnostiquer la dysfonction endothéliale avec le métergène. Deuxièmement, les spasmes avec métergène sont un peu plus rares qu'avec l'acétylcholine. L'acétylcholine, il est plus spécifique. Donc, L'acétylcholine provoque des spasmes, des vrais spasmes. hmm. Si c'est vraiment une dysfonction Et, endothéliale ou... et tu utilises la... C'est-à-dire qu'on a un malade, voilà le schéma, qui vient avec un test d'ischémie positif, on a une douleur et on ne trouve pas de lésion significative. Pour dire non significatif, donc c'est obligé, le FFR ou l'IFR ou le QFR sont obligatoires, non? Vous le faites obligatoirement, là, non? Non. Pour, Si on fait le CFR-IMR, ça vient avec. Ça vient avec. C'est l'IFR. c'est vous utilisez la même sonde, tu utilises la même sonde. C'est-à-dire, la même, oui. Avec le même guide, tu peux faire tout. Tout. hein, tu prouves que la sténose épicardique n'est pas serrée et non significative, et tu fais avec la même sonde de thermodilution l'autre examen. Ouais. Hmm. Donc, il y a des questions pour allez-y, nos coronarographistes, nos, parce que là, vraiment, on a besoin de ces, on a beaucoup de malades comme ça, hein. Donc, Oui, oui. C'est donc vraiment très, très c'était, fréquent. Moi, j'ai pas cru, j'ai sous-estimé un peu. Je me suis dit, oh, c'est des malades, il n'y a pas de conséquences thérapeutiques. Mais après, quand tu vois beaucoup de malades qui viennent avec des symptomatologies invalidantes, déjà, quand tu fais le diagnostic, tu les documentes. Le fait de les documenter qu'ils ont une angine microvasculaire, c'est déjà psychologiquement pour le patient, c'est bien. Et ça évite beaucoup de coronarographie abusive et tout. là, tu veux poser une question, Abdullah? Oui, salam alaikum, Salim. Vas-y, Merci pour Dr Hamdani également. vas-y, Euh, Abdullah, je voudrais j'écoute. juste, je voudrais juste dire qu'en fait, les examens non invasifs, l'expérience que j'ai avec l'écho de stress dans ce cadre-là, il faut préciser aux jeunes que la cascade ischémique dans les INOCA se fait pratiquement dans le sens inverse de ce qu'on connaît sur la cascade ischémique dans les maladies coronaires des artères épicardiques. C'est-à-dire, je m'explique, dès qu'il y a un défaut de perfusion, il y a d'abord la douleur, ensuite les anomalies de l'ECG, et ce n'est qu'après qu'on peut avoir des anomalies un peu de la fonction diastolique, voire de la cinétique segmentaire. Et actuellement, avec l'optimisation du stress par les outils de déformation, notamment l'analyse des courbes strain, le post-systolic shortening, moi j'ai quelques cas vraiment documentés avec l'écho de stress. Ensuite,
le Coroscan, qui montre justement toutes ces anomalies où j'ai, par exemple, lors d'un stress, je m'arrête parce qu'il y a une douleur thoracique, un sous-décalage, et pourtant je n'ai rien sur l'analyse des courbes strain. Pas de post-systolic shortening au pic, etc. Et ça a relevé mon attention à ce que je ne demande pas la coronarographie, mais plutôt un coroscanner, parce que je savais que j'allais trouver des coronaires normales. Donc, je pense qu'il y a une partie où l'écho de stress, actuellement revisité par les outils de déformation, peut nous aider dans la définition ou là, dans l'identification de ces patients. Bien sûr, le Doppler IVA également, moi, je l'utilise relativement souvent dans les échos de stress. Quand je peux, je fais la comparaison avec par les ITV, les ITV basse et faible dose et voir s'il y a une augmentation de l'ITV de plus de 20%, ce qui permet de dire qu'il y a une réserve coronaire. Donc voilà, c'est-à-dire l'apport de l'écho de stress dans ce cadre-là. Mais ça n'enlève en rien l'étude de la perfusion comme vous l'avez signalé. Eh bien, avec ça, merci. Merci pour. Y a-t-il d'autres questions, des commentaires? En fait, on avait avant, il y a quelques décennies, pas mal de malades, avec surtout des femmes, avec des angines typiques, à l'épreuve d'effort positif, très positif, et alors qu'à la couronne, on ne retrouvait rien. Et on qualifiait ça de syndrome X, parfois on disait que c'était plutôt psychologique. Voilà, revenez, allez, revenez. On donnait, c'est vrai, des anticalciques comme ça. Mais là, avec l'étude de la microcirculation, on oriente vraiment le traitement, soit vers les bêta-bloquants, soit vers les anticalciques, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Et on peut dire que chez nous, en Algérie, peu de centres, parce que nous, on ne le fait pas et on devrait commencer à le faire. Alors, Azouz, nos cathétériseurs et nos angioplasticiens, Aïdan, on voudrait bien vous entendre. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions à poser? La place des anxiolytiques dans le traitement. Amal te dit la place des anxiolytiques dans le traitement. Oui, c'est dans les recommandations, il y a ils ont vraiment parlé du stress parce que faire face au stress, voilà, coping the stress. Euh, mais on peut donner des médicaments, mais dans les recommandations, il n'y a pas de médicaments. Il y a justement le mot lutter contre le stress parce que c'est un facteur. C'est pour ça il y a chez les femmes beaucoup plus. Mais je crois qu'on a aussi beaucoup de malades qui ont déjà été stentés et qui reviennent toujours avec des douleurs et on fait la corro et on trouve rien. On trouve que le stent est bien, on fait l'imagerie, c'est aussi des malades qui ont. Mais bien sûr, il faut lutter contre le stress, contre tous les facteurs de risque, parce que c'est des malades qui ont des facteurs de risque. Toi, tu fais Ah juste ben, écoute, bien sûr. sur l'IVA, c'est tout, hein. Si l'IVA est normal, on ne peut pas avoir, en général, on ne peut pas avoir sur la CX, sur la droite, on ne fait pas d'études. C'est l'IVA. Faites Si, uniquement sur si, l'IVA. si, si on a une forte suspicion de spasme épicardique, c'est-à-dire des malades qui, après un stent, et tout est normal, le stent j'ai eu un malade, moi, il avait une CTO de la droite, une grande droite, et il avait toujours de la douleur. On n'a rien compris. Et après, c'était un spasme de l'hiver. Il avait un spasme de l'UVA. Non, Après, je veux dire l'étude de ah, la microcirculation. ouais. Elle se fait uniquement sur l'IVA ou bien vous la faites sur les autres artères. Non, l'hiver, Uniquement l'IVA. uniquement l'hiver. Ok. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un le faire
l'étude de dysfonction microvasculaire sur une autre coronaire. Donc, et tu exiges donc, il y a quatre éléments importants. Donc, en plus du spasme, c'est les symptômes, Ouais, l'anomalie à l'électron et la réversibilité donc aux dérivés nitriques. Donc, tu dois avoir ces quatre éléments. ouais. Et il faut bien identifier la dysfonction endothéliale qui est une anomalie de la vasodilatation ou un léger vasospasme après une petite dose d'acétylcholine et surtout différencier entre le spasme microvasculaire et le spasme épicardique. Le spasme microvasculaire, il fait de la douleur, il fait des modifications ECG, mais il ne fait pas de spasme épicardique. Les vaisseaux restent normaux. Also, mais le spasme épicardique, on connaît tout, c'est des modifications ECG de la douleur et un spasme supérieur au moins à 75% visuellement. Oui, c'est ça la différence, parce que le spasme, il a un traitement à part, pas comme la dysfonction microvasculaire. Et c'est vrai que c'est un examen coûteux, mais nous, on ne le fait pas pour tous les malades. On fait tout juste pour les malades qui viennent tous les 2 ans pour une coronarographie, parce qu'il y a toujours la douleur typique, la douleur typique. Après 3 ou 4 coronarographies, on fait le test. C'est parce que c'est, bien sûr, c'est coûteux, c'est juste pour déterminer le sous-type et donner le bon cocktail thérapeutique. Il est remboursé, c'est l'examen qui est remboursé. Comment? Il est remboursé ou pas? Il est remboursé. Oui, oui, bien sûr, c'est tout. Il est bien remboursé ici. On arrive à faire un plus, mais, mais le problème, c'est le temps. Le temps et l'entraînement. Est-ce qu'il allonge le temps? Est-ce que le temps est allongé de l'examen? Oui, à peu près Pas 15 minutes. beaucoup. 15 minutes, c'est rien, Pas 15 beaucoup, minutes. bien sûr, pas beaucoup. Et il faut rajouter 10 à 15 minutes C'est pas beaucoup, du 15 temps minutes. normal, mais c'est faisable, bien sûr. Ah, سي عبد الملك عزوز veut intervenir. تفضل عزوز. تفضل. Merci, Oustad. Bonsoir tout le monde. Merci, Hamidani, pour ta présentation. Merci, Aziz. Une question là, euh, je vais poser sur le pronostic de ces patients et surtout de la mortalité de ces patients par rapport, c'est vrai, par rapport à la population générale. C'est vrai, il est différent, mais est-ce qu'il est vraiment pronostic, on va dire, péjoratif? Et même par rapport à la population des patients qui ont un angor avec, on va dire, coronaire, à obstruction coronaire, est-ce que vraiment il est, certes, Très il est bon. différent, est-ce qu'il est vraiment, on va dire, péjoratif ou juste, ils font juste des mails dans le suivi? Est-ce que la mortalité est, on va dire, elle est significative? Oui, merci, Aziz. Très bonne question. Il y a une étude, une large étude avec beaucoup de patients, je crois plus de 11 000 patients, une étude danoise. C'est vrai que ils ont une surmortalité, ces patients, mais bien sûr, c'est pas une surmortalité plus que les malades coronariens, hein. C'est une surmortalité par rapport à la population normale. C'est pas une surmortalité par rapport à les syndromes coronariens. Bien sûr, ils ont une surmortalité beaucoup plus élevée que ces patients. Mais toujours est-il que ces patients restent, ils ont une surmorbidité, surmortalité, une qualité de vie mauvaise. Ils consomment beaucoup de soins médicaux parce que toujours avec des médicaments, allergie à ce médicament, allergie à ceci, c'est des malades un peu, il faut dire que c'est des malades à mauvais pronostic, mais pas comme les coronariens, hein.
Mais c'est juste qu'il faut juste avoir attention à ces patients parce qu'ils ont juste un... Bien sûr, ils ont les mêmes facteurs de risque que les coronariens. Ils peuvent à n'importe quel moment développer une maladie coronarienne. Ouais, mais c'est le pronostic, il n'est pas égal au syndrome coronaire aigu et chronique. Je voudrais juste, si vous permettez, Ouais. Vas-y, Abdallah, vas-y. si vous permettez, juste pour rebondir sur l'approche pronostique des ANOCA, euh, vue par justement les tests non invasifs. Quand vous avez par exemple un test invasif qui induit une anomalie de la cinétique segmentaire, et ça représente à peu près 10% des cas dans ce cadre-là, le risque est élevé quand même. Par contre, quand vous avez juste une réduction de la réserve coronaire à moins de 2, le risque est déterminé intermédiaire. Et quand on peut provoquer généralement une anomalie de la cinétique segmentaire lors de l'écho de stress en récupération, ça peut témoigner de la présence d'un spasme coronaire. Et là, ça détermine un risque intermédiaire, voire élevé. Ça, c'est, si vous voulez, l'approche pronostique apportée par les tests non invasifs, notamment l'écho de stress, dans le Hmm. cadre des ANOCA. Il y a une question sur le chat. تقرأ ولا نقرأ لك؟ Tu as vu la question sur le chat? Euh, Alors, quelle est la pratiquement, la pla- pratiquement, peut-on traiter empiriquement les malades d'inhibition bêta 1 pour les malades ne bénéficiant pas encore d'une étude de physiologie coronaire et comment les trier parmi les quatre groupes pour adapter le traitement? C'est-à-dire ce qu'on faisait avant, quand on suspectait une atteinte de la microcirculation, on donnait au pif anticalcique. Quelle est ta réponse, Cheikh Hamid? Je lis la question. Quelle est la place du dispositif? Non, non, قبل, Ah, avant. Il y a une question avant. Monte le chat. je monte, oui, oui, je monte. Il y a une question avant. Peut-on traiter empiriquement les malades pour les malades, c'est-à-dire sur la clinique et peut-on Oui, traiter oui, comme ça? c'est ça. Oui, bien sûr, on peut, mais c'est ça ce qu'a démontré l'étude Cormica. Cette étude Cormica a, a comparé un traitement aveugle à l'aveugle. Comment on fait? On ne sait pas est-ce que c'est vasospastique, on ne sait pas est-ce que c'est microvasculaire. On donne des médicaments, de la nitro, des dérivés nitrés, des, je sais pas, ils ont comparé 75 patients à 75, ici, comme vous voyez ici, et ils ont démontré que quand on sait le sous-type, parce que quand on connaît bien le sous-type, on traite bien les malades, on évite les bêta-bloquants chez les formes vasospastiques, même microvasculaires. On peut rajouter un autre anticalcique si on a une composante microvasculaire. On peut, une composante spastique, on peut donner des bêta-bloquants, on peut donner de la Vastarel, de l'ivabradine, si on est sûr que c'est seulement une dysfonction microvasculaire. C'est pour ça, c'est ce qu'a démontré cette étude. On peut, bien sûr, on peut traiter ces malades de façon aléatoire, mais est-ce que ça va améliorer les symptômes des patients? Il n'y a pas de preuve. Il y a juste la preuve que quand on les sous-type bien, on va diminuer les symptômes. Il y a une autre question à la place du dispositif réducteur dans le sinus coronaire. Oui, c'est le reducer. Reducer, c'est au début c'était fait pour les syndromes coronaires chroniques. Au début, c'était pour les CTO, les coronaires qui sont difficilement traitables. Mm, C'est c'est un dispositif qui est en étude, bien sûr, sur les ANOCA, mais
il y a pas, il y a pas de recommandation encore, mais c'est le principe, je crois que c'était un Allemand qui a fait le test. Il a gonflé un ballon dans le sinus coronaire, un ballon Swan-Ganz. Et il a mesuré entre-temps la CFR et il a euh, remarqué que la CFR augmente parce que le débit veineux est ralenti. Mais il n'y a pas encore d'études, mais il y a beaucoup d'expérimentations. Il y a beaucoup de centres qui font le réduceur. Nous, on ne fait pas le réduceur, mais ça peut être une bonne thérapie. C'est bien, c'est bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, on remercie notre ami, notre membre qui est toujours, qu'on considère comme un élément de la cardiologie A2 de Mustapha. Et on espère que tu viendras donner un coup de main, comme tu le fais déjà hein, pour le CTO, donner un coup de Avec, main pour lancer cette étude de la microcirculation, qui est quand même quelque chose d'important pour un centre comme le nôtre, qui est quand même une référence en matière d'investigation coronaire. Donc, et ça serait un des objectifs prochains, Inch'Allah, soit en 2025 ou en 2026, pour lancer et essayer de lever le défi. Le gros défi, là, vous connaissez tous, c'est un petit peu les moyens financiers, hein, parce que c'est des techniques qui coûtent cher, mais c'est une pathologie, comme tu l'as très bien décrit, très fréquente, euh, et qui rendra de grands services aux patients. Donc, merci tout le monde et rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah, pour une autre conférence. Et merci beaucoup. Kawala khair. Merci. Au revoir Merci, tout le monde. merci, merci. Bye bye. Merci beaucoup, professeur. Merci, au revoir.